Ok, on est live, c'est bon, on enregistre. Est-ce que tu es à l'aise? Tout va bien? Tout va bien, je suis Ok. à la maison, donc ça Parfait. Eh bien, c'est parti, les amis, pour ce podcast avec Gabriel, que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Tu viens de me parler d'un mesureur de temps. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Qu'est-ce que tu viens de faire avec ta montre? Je viens de bouger ma lunette de ma montre qui est censée être une montre de plongée Ok, pour savoir en fait combien de temps on va parler ok, trop cool. à quelques minutes près. Donc tu as mis du coup la flèche au niveau des En fait, minutes? j'ai bougé ma lunette, donc qui est une lunette de montre de plongée, donc Ok. qui va dans un sens. Ok, Et quand tu pointes le petit index, la petite bille qui est sur ta lunette de plongée, ok, sur ton aiguille des minutes, au fur et à mesure que l'aiguille des minutes bouge, ok. eh bien, tu vas pouvoir lire sur ta lunette que ça fait 10, 15, 20 minutes Très bien. que tu es en train de m'écouter parler et que tu es en train de t'endormir. Je sais pas, on verra. Parfait. Bah, écoutez, les gars, mettez en commentaire si vous êtes endormis à la fin de cette vidéo. Moi, je me représente, c'est Yacine. On va parler montre aujourd'hui avec Gabriel, que je vais laisser se présenter. Tu te présentes absolument comme tu le sens. Très bien. On va faire succinct parce que j'imagine qu'on va quand même pas mal parler. Oui. Donc moi, je m'appelle Gabriel. On est ici dans notre boutique qui est au 32 rue de Turenne et qui représente nos deux marques. Une marque de maroquinerie qui s'appelle Joseph Bonny et une marque de montre qui s'appelle Serica que j'ai co-créée avec des gens avec qui je travaille tous les jours et avec qui on s'amuse beaucoup au quotidien pour créer des objets qu'on avait envie de retrouver ou de trouver et qu'on a eu plaisir à créer et que, a priori, beaucoup de gens aiment aussi, puisque on n'est pas tout seul ici, on accueille plein de gens. Il y avait deux clientes avant qu'on arrive, juste avant la fermeture. C'était un peu de la triche, c'était Ouais. des gens qui travaillaient avec moi. Ok, d'accord. C'était des figurants que j'avais payés pour vous impressionner. D'accord, très bien. Mais Très bien. juste avant, en revanche, il y avait Ouais. un vrai client qui est reparti avec la même montre que moi qui avait hâte de la porter en week-end ou en vacances. C'était Trop cool. son truc. Trop cool. Donc 1 euro pour le week-end de Pentecôte. Plusieurs, non, il y en avait plusieurs aujourd'hui. Ok. Et demain, on verra. Demain, c'est samedi. Ok. Très bien. Donc Gabriel, moi j'aime bien connaître mes invités, un peu connaître leur parcours. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer par ton parcours, toi, académique? Où est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Académique, moi je suis originaire de... Enfin, j'ai longtemps vécu dans le sud de la France et j'ai fait mes études là-bas aussi. J'ai fait un parcours assez classique qui... Je sais pas comment ça m'a amené, enfin je sais comment ça m'a amené ici, mais j'étais pas du tout prédestiné à travailler dans l'horlogerie ou autre. C'est juste que j'ai fait une école de commerce, comme beaucoup d'autres gens. T'es de quelle année, toi? Je suis de 82. Ok. Et en fait, mon parcours mes études m'ont amené à découvrir plein de choses différentes, de savoir ce qui m'intéressait, surtout ce qui m'intéressait pas beaucoup. Okay. Et en école de commerce, il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient pas beaucoup, mais je savais que j'avais une appétence pour l'univers des marques et particulièrement l'univers peut-être haut de gamme ou premium. J'évite de dire luxe aujourd'hui, je suis pas très fan de ce mot-là. Et c'est quoi du coup? C'est des stages qui t'ont amené vers ça? Non, c'est juste que je sentais que j'avais une attirance pour les objets, pour leur histoire, pour tout ce qu'il y avait autour en fait, tout l'univers qu'il y avait autour des objets. Et c'est vrai qu'avec le temps des stages, avec le temps des rencontres, des expériences que j'ai pu avoir et surtout de pouvoir voyager à l'étranger, vivre à l'étranger, je pense que je me suis construit. Mais ce qui m'a permis de me construire surtout, c'est que avant d'avoir tout cet environnement-là, j'ai travaillé dans une agence de communication à Paris pendant plusieurs années. Et en parallèle, j'ai créé à l'époque ce qui s'appelait un blog, donc en 2009, un blog qui existe toujours. Enfin, maintenant, c'est un vrai site internet qui s'appelle Les Ravilleurs. On se fait un fast-forward là. Ouais. Je suis allé trop vite. T'es allé beaucoup trop vite. Tu veux vraiment savoir tout. En fait, j'aimerais comprendre en fait les différents parcours parce qu'effectivement, ça peut être des projets pour des gens de se dire j'ai peut-être envie de monter ma micro-marque, mais je sais que c'est souvent un bagage qui t'a emmené jusqu'ici,
qui a fait qu'aujourd'hui, tu maîtrises tel et tel sujet. Donc, tu m'as dit école de commerce, agence de com. École de commerce, des métiers par la suite qui m'ont pas beaucoup intéressé, mais qui m'ont apporté finalement, pareil, des expériences commerciales ou autres. Je dirais pas que j'étais pas fait pour ça, mais je dirais juste que ça m'a pas, j'en aurais pas fait une vie, quoi. Et ensuite, effectivement, cette appétence dont je parlais du marketing, de ce domaine du haut de gamme et de l'image, en fait, m'a amené à postuler dans une agence de communication qui s'appelle Mazarine, que j'ai intégré, je crois, en 2008 ou 2009, au moment où je créais ce média qui s'appelle Les Rabilleurs. Yes. Ça va, je vais pas trop vite. Non, là, c'est bon, là, on y va. J'ose plus trop. Je vais essayer d'aller année par année progressivement. Et en fait, pendant 5 ans, j'ai évolué au sein de cette agence pour... En fait, faut pas oublier qu'il y a en 2009, tout ce qui était community management, marketing digital, etc., c'était regroupé sous un seul chapeau. Le community manager n'existait quasiment pas. Les IRP n'existaient pas. Plein de thématiques qui sont maintenant très spécialisées a été regroupées sous un seul chapeau. Et en fait, moi, c'était mon rôle. Mais sauf que je découvrais complètement tout quand j'ai intégré ce job-là. Mais en même temps que tu es manager, finalement, puisque le métier se crée en fait en ce moment-là. Et on était mal vu du print, on était mal vu de... Enfin, tu vois. Ça, c'est vrai. Mais je me revois où on me demandait est-ce que tu peux faire un événement avec des blogueurs ou des blogueuses pour dans 2 mois pour une marque de très haut de gamme, etc. Je découvrais, j'allais diguer un petit peu qui étaient les personnes du moment et qui j'aurais aimé avoir à cet événement, comment il fallait l'orchestrer, etc. Et j'organisais ça, tout comme je faisais de l'analyse de data pour des sites e-commerce de mes clients. Et donc c'était hyper large. Mais ça, je dirais que ces 5 années-là, malgré le fait que j'étais payé au lance-pierre, merci mon ancien patron, en fait j'ai appris énormément de choses et c'est là où je pense que je me suis forgé une vraie expérience digitale et qui m'a permis en parallèle des Rabilleurs d'avoir un bagage qui s'est vraiment étoffé. Totalement. Et est-ce que tu faisais un peu tout ce qui est... du coup, j'imagine que tu étais community manager, traffic manager aussi, account manager pour l'analyse de data ensuite. Exactement. Je faisais des campagnes SIM, SEO. Vraiment, j'ai l'impression que je faisais tout. Et pas n'importe quoi, mais je faisais beaucoup de choses. Oui, mais quand on y pense aujourd'hui, où chaque mot que tu as dit, c'est un métier, où tout le monde se spécialise et c'est un monde dans lequel c'est justement ultra intéressant qu'on en ait parlé, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est une des forces de Serica, surtout en retargeting. On a une bonne agence pour ça. Mais ce qui me permet en revanche de bien discuter avec mon agence pour gérer ça et d'avoir les bons réflexes, de voir les choses d'une manière assez globale pour comprendre qu'effectivement c'est pas juste 3 images, une vidéo et un texte qui vont te permettre de toucher les bonnes personnes et ensuite pas d'insister mais d'être là, présent dans la tête des gens, parce qu'un produit comme une montre, c'est probablement pas un produit qu'on achète comme ça. Il faut du temps. Avoir ce lieu-là aussi joue beaucoup, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous découvrent sur Internet et qui viennent ici essayer et qui se rendent compte que la remarque la plus intéressante qu'on ait, c'est « Ah, c'est encore mieux en vrai ». Et ça, je préfère ça que l'inverse. Et voilà, donc oui, il faut bien comprendre comment le digital fonctionne pour, je pense, être ce qui s'appelle les DNVB, ces fameuses marques qui ont été créées sur Internet et qui ensuite s'exposent de manière physique aux gens. Trop cool, on va avoir plein de sujets à aborder. Donc du coup, cette agence de com, Mazarine, pour laquelle tu bosses, et tu montes ce blog Les Rabilleurs en même temps. Pourquoi ? Parce que Les Rabilleurs, c'était une manière pour moi de parler d'un sujet qui était l'horlogerie, que j'aimais beaucoup. Parce que j'ai une relation assez familiale avec cet objet-là, parce que en fait, c'est tout simplement mon grand-père a légué sa montre à mon père. Mon père est devenu complètement addict sur le sujet de l'horlogerie. Et moi, j'ai découvert en voyant mon père apprendre
les grands classiques de l'horlogerie, comment ça fonctionnait, acheter et revendre, parce qu'il adore, c'est son plaisir en fait, de dégoter des petites merveilles et puis d'en profiter. Et ensuite, si jamais il doit acheter une pièce un peu plus importante, il va en revendre 2 pour en acheter une en fait. Et c'est comme ça qu'on crée une collection. Et en fait, je trouvais à l'époque que lorsqu'on parlait d'horlogerie, globalement, c'était assez chiant. C'est-à-dire que ou bien tu avais le discours de marque que des journalistes reprenaient en mode copier-coller et qui n'avait pas d'âme en fait, et qui te donnait ou bien une spec technique d'une montre. Ok, très bien, fine. Mais moi, qu'est-ce que ça dit au poignet, comment ça vit si tu as un poignet plus fin plutôt qu'un poignet épais, je sais pas. Enfin, tu vois, plein d'avis dont on aurait envie, dont j'avais envie d'avoir, mais sans forcément rentrer aussi dans un travers qui est celui... Enfin, c'est pas un travers, mais en tout cas qui n'était pas ma personnalité, c'était de rentrer trop dans la technique. Parce que pour moi, la technique, elle doit être une base essentielle, ça, il n'y a pas de doute. Mais peut-être que lorsqu'on rentre trop dans la technique d'un objet, on en perd un petit peu de plaisir. Et donc, je voulais avoir ce bon accord entre quelqu'un qui racontait une histoire d'une montre ou son expérience avec une montre, en l'occurrence moi, à l'époque, qui avait un bagage technique suffisant pour répondre aux questions nécessaires d'autres personnes, mais qui allait aussi sur l'aspect esthétique, fonctionnel de la pièce, et la mettait en valeur d'une certaine manière. Voilà. Écoute, on est totalement alignés, parce que c'était aussi l'objectif de ce podcast, de rendre un peu plus fun et aussi rentrer dans la technique sur les montres, donc trop cool. Et on n'a pas parlé de cette montre que ton grand-père a léguée à ton père. C'est quoi cette montre ? C'est une Universal Genève. Donc c'est une marque assez ancienne qui a été très récemment, en effet, qui va être remise sur le devant de la scène par Breitling en fait, qui a racheté la marque dernièrement. On va voir ce qu'ils vont en faire. Ils ont prévu, je crois, un des premiers lancements en 2025, si je ne me trompe pas trop. On verra. C'est touchy. J'avoue que en fait, c'était pour moi la dernière marque que j'avais envie de voir renaître, ou la seule en tout cas en marque historique, mais qui... on va laisser passer non, t'inquiète. Mais qui, en revanche, est un sujet vraiment, vraiment touchy. Parce que pour moi, Universal Genève, c'était un peu le trio de tête de la belle horlogerie à l'époque, avec laquelle j'ai une relation très particulière par la montre de mon grand-père et puis par mon père aussi qui est assez tombé amoureux de cette marque-là et qui a découvert la marque en achetant aussi d'autres modèles qui existaient et qui étaient produits par Universal Genève. Mais c'était des montres fines. Même si elles étaient sportives, elles restaient élégantes. Il y avait des mouvements à l'intérieur, surtout les chronographes, qui étaient extrêmement complexes et pourtant dans des boîtiers, mais tout petits. Et c'est là où je pense ça va être un gros challenge pour le groupe Breitling et les investisseurs derrière, c'est d'investir suffisamment de temps et suffisamment d'argent pour retrouver l'essence qu'était d'Universal Genève, sans partir dans la stratosphère du luxe. Et c'est là où on va voir, on en reparlera. Ok, c'était une des actus dont je voulais peut-être te faire parler par la suite. Mais continuons du coup sur la timeline dont on était, du coup les rhabilleurs, pourquoi du coup tu m'as expliqué. Voilà, et en fait donc j'ai fait les deux, c'est-à-dire la journée mon travail chez Mazarine et le soir et le week-end j'écrivais sur l'horlogerie, je commençais à rentrer en relation avec des marques parce que c'était aussi à l'époque l'essor des premiers blogs qui commençaient à avoir
plus tu t'écris, plus tu te références, plus tu as de lecteurs, plus tu vas intéresser forcément des marques parce qu'elles vont venir te voir pour que tu parles de leur actualité. Donc j'ai commencé à entrer dans cet univers-là par le biais des Rabilleurs et j'ai découvert un monde que je connaissais pas, c'était la montre moderne. J'ai visité un nombre de manufactures, j'arrive même plus à compter, mais et je suis allé en Suisse plein de fois. J'étais considéré un peu comme un journaliste, alors que honnêtement, j'ai jamais pensé avoir cette casquette-là dans ma vie. Et j'y prenais vraiment beaucoup de plaisir à écrire, prendre des photos. Je me suis spécialisé dans la photo aussi, et ce qui nous a beaucoup aidé aussi derrière, parce qu'on a su créer vraiment nos contenus de A à Z. Et j'ai appris. J'ai appris avec le temps, jusqu'au moment où je décide en 2014 de quitter Mazarine et de créer ma société. Ok. Sur les Rabilleurs. Sur les Rabilleurs. Ok. Tu l'as créé quand, les Rabilleurs? 2009. 2009 à 2014, du coup? 2009 à 2014, j'ai fait ça en moitié-moitié? Ouais. Non, vraiment passe-temps, passion. Ok. Fin 2013, je crois, j'ai eu une opportunité chez Mazarine que j'ai refusée. Ok. Parce qu'en fait, au fond de moi, je savais que j'avais plus envie de travailler pour quelqu'un. Ok. Et que j'avais envie de... Et je sentais que c'était le moment. C'était le moment où je pouvais basculer. J'avais appris assez de choses, que j'avais quelque chose avec les Rabilleurs qui pouvait générer autre chose. J'avais une idée, mais je savais pas exactement. Je suis pas le genre à faire un business plan sur 10 ans et me dire je voudrais être là dans 10 ans. Mais est-ce que tu générais du revenu déjà des Rabilleurs? Allez, de quoi subvenir aux besoins du site et permettre de payer des déplacements. Okay. Mais je pouvais pas en vivre du tout. Okay. Donc si vous voulez tout savoir, j'ai fait une rupture conventionnelle. Ok, c'était la prochaine question. Et donc j'avais 1 an et demi à peu près pour trouver un business model. Et voilà, donc je me suis retrouvé un lundi sur mon canapé dans mon petit appartement parisien devant mon ordinateur à dire maintenant tu fais quoi? Et en fait ce que j'ai fait, c'est que je travaillais. En fait, donc j'avais beaucoup de relations avec les marques. Ouais. Et j'ai envoyé des mails et j'ai dit voilà, vous savez, j'ai les Rabilleurs, je sais faire des photos, je sais écrire. Est-ce que je peux vous servir globalement? Okay. Et je me souviens que le premier job que j'ai pu avoir, c'était avec Chopard. Okay. Donc c'est pas dégueu, franchement, comme premier job. Trop cool, on les remercie du coup. Ouais, non mais je les adore. Et ils avaient besoin de couvrir un événement qui était le Grand Prix historique de Monaco. Ok. J'adore les bagnoles, j'aime les montres. Okay. Là-bas, il fait beau. Ouais. Donc en fait, t'as payé ton billet de train pour. On a payé mon billet de train et j'ai fait du covering photo édito pour eux, pour à la fois la marque et pour les Rabilleurs. Ok, donc tu as fait de la marque blanche pour Chopard, du coup, qui a dû publier sur son blog Non, mais c'était pas marque blanche, c'était très clair. En fait, c'était créé par les Rabilleurs, hosté par les Rabilleurs aussi et par Chopard sur leur contenu. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Mais après, j'ai fait ce genre d'OP pour d'autres marques. Et après, j'ai commencé à vendre un peu de pub. Mais j'ai vite compris que le business model du média n'était pas du tout suffisant pour aller plus loin. Je voyais le plafond de verre, en fait. Il était très clair pour moi. Okay. C'est quoi, du coup? C'est le marché? C'est la verticale des montres qui est pas... Déjà, le marché français, il t'amène en fait, quand tu es francophone, tu toucheras pas la planète entière. Donc, c'est pas exponentiel. Okay. Il y a un moment où tu vas atteindre, je sais pas, 300 000 lecteurs par... c'est plus, mais je me souviens plus des stats, mais on atteignait vraiment de très belles stats à la fin de l'année annuelle, mais surtout très qualitatives. Mais il y a un moment où voilà, la courbe, elle a fait ça, et ça augmentait, mais très légèrement. En revanche, je savais que le e-commerce commençait à rentrer dans les habitudes des gens sur des domaines sur le haut de gamme. Typiquement, je me souviens quand j'étais chez Mazarine et qu'on parlait à des marques de luxe
de vendre en ligne, on nous rigolait au nez. Non mais attendez, Internet, c'est pour les pauvres, ça marche pas. Les gens, ils ne font pas ça. C'est pas luxe. Enfin, je veux dire, jamais une personne achètera un sac de luxe sur Internet. Okay. Je pense qu'ils se trompaient. Je ne sais pas ce que vous en pensez aujourd'hui. Mais non, mais je pense qu'ils ont dû pivoter depuis. Ouais, en fait, il y a eu aussi un pivotement de génération, c'est-à-dire que vous aviez à la tête des sociétés des gens qui fonctionnaient encore à l'ancienne, de manière un peu plus traditionnelle, et qui ont mis un petit moment avant de comprendre que la composante digitale physique était hyper intéressante. Après, c'est parti complètement en full digital chez certains, et maintenant, ça commence à se rééquilibrer. Et du coup, dans les marques qu'on connaît, et que tu as connues, toi, parce que du coup, je suis moi un peu plus récent sur le sujet, mais qui a compris dès le début que le digital, c'était cool, et que ça allait être un levier de croissance pour eux dans les groupes qu'on connaît aujourd'hui? Qui s'est lancé en premier, qui a pu... Je ne sais pas quelle est la première marque de luxe qui a décidé de vendre sur Internet. Je me souviens que, je ne sais pas pourquoi, j'ai Tudor, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui, je pense, appréhendait bien le sujet. Mais qui n'a pas tout de suite vendu en ligne. Je ne sais même pas s'ils vendent en ligne. Mais en tout cas, en termes de social media, etc., ils se sont mis assez vite sur les réseaux sociaux, etc. Après, sur la vente en ligne... De ce que tu as constaté, hein, t'es pas obligé de... C'est pas une... Non, mais j'ai pas le... T'as pas un souvenir d'une marque qui s'est dit, allez, on se lance, let's go. Non, je pense que c'est arrivé peut-être tellement tard... que j'étais déjà sur d'autres sujets, d'autres focus. Je sais qu'en tout cas, je me suis réveillé un matin et quasiment tout le monde vendait en ligne, quoi. Et tant mieux. Enfin, et je me suis dit, enfin, il était temps. Et voilà. Et ça me fait toujours sourire parce que à l'époque, j'avais encore la double casquette quand j'ai connu des gens me dire, les yeux dans les yeux, jamais on vendra en ligne. Et 5 ans après, ils ne se souvenaient pas qu'ils m'avaient dit ça en me disant « Mais évidemment, Internet, enfin, je veux dire. » Et je rigolais beaucoup intérieurement, quoi. Voilà. Ok. Nice. Donc, du coup, tu te lances dans les rabilleurs. Tu as un an et demi. Je profite de ces moments pour rencontrer le maximum de gens. J'avais un pote qui m'avait dit 1 café par jour avec une personne différente. J'ai bu beaucoup de café du coup. Et j'ai pris tout ce qui venait à moi. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un mail d'invitation, j'y allais. Dès qu'on m'invitait à un événement le week-end, j'y allais. J'avais pas de copine à l'époque, donc ça va, je pouvais être assez libre. Et surtout, voilà, je profitais, il fallait que j'emmagasine le maximum de contacts, d'expériences et en parallèle, je bossais pour développer l'édito. Des rabilleurs, et ça commençait à devenir beaucoup. En fait, j'arrêtais pas de travailler, je me réveillais le matin, j'ouvrais mon ordi, j'écrivais un article pour la journée parce que je voulais publier un article par jour, ce qui était quand même beaucoup. Et après, le reste du temps, je faisais mes projets dès que j'en avais et où j'allais rencontrer des gens. Et en fait, j'essaie de retracer un petit peu. Il y a un moment où le business model commençait à se dessiner et je me suis vite je me suis associé avec quelqu'un avec qui je suis plus associé, mais qui m'a donné beaucoup d'énergie et de confiance pour recruter une première personne qui est arrivé, qui a bossé avec moi, qui m'a permis de me soulager sur pas mal de sujets, et après construire une équipe et avec des gens avec qui je bosse encore aujourd'hui.
Okay. Et par exemple, Nicolas, aujourd'hui, qui est la figure maintenant des Rabilleurs, on a commencé à bosser ensemble. Il a fait son premier stage chez nous et il est resté jusqu'à maintenant être la personne qui gère le média intégralement. Okay. Et en plus de ça, avoir passé son diplôme d'expertise horlogère et qui est maintenant expert horloger. Et en fait, il y a quasiment personne qui fait ça aujourd'hui. Nicolas, on te veut sur le podcast, hein, évidemment. Ouais, vous n'êtes pas prêts. Ouais. Et aussi, et avant même Nicolas, Jérôme, qui est aujourd'hui mon associé avec qui on a créé Serica, qui a pris en charge l'édito en fait, des Rabilleurs, avec Nicolas après par la suite. Et Jérôme, j'avais ce projet de créer des objets, donc des accessoires de montres. Je n'étais pas le premier à l'avoir fait, très clairement. Il y avait déjà, par exemple, aux États-Unis, Hodinkee, qui avait déjà une gamme de bracelets de montres en fait, qui proposait à leurs lecteurs. Mais je savais que cette communauté qu'on avait créée et les gens qui nous suivaient auraient probablement suffisamment confiance en nous pour nous suivre dans d'autres aventures. Et la première aventure, ça a été Joseph Bonny, qui était vraiment et qui est toujours dédié à l'accessoire qu'on va avoir sur soi ou avec soi. Donc on a commencé en dessinant des bracelets de montre et d'autres accessoires horlogers, et on a trouvé non, c'est pas un laboratoire du tout, c'est un ami en fait qui est basé dans le Limousin et qui a repris un atelier de maroquinerie et qui n'avait jamais fait de bracelet de montre, et avec lui on a développé nos gammes de bracelets de montre et après d'autres objets et on a développé ça. Joseph Bonny. Et Joseph Bonny, en fait le nom c'est Joseph mon grand-père, Bonny ma grand-mère. Et l'histoire, c'est que voilà, cette montre, l'origine de mon attrait pour l'horlogerie, c'était Joseph. Et donc voilà, on a trouvé un nom qui avait du sens pour nous. Juste avant que j'oublie, la ref de la montre de ton grand-père, c'était quoi? Juste que je me mette une petite image de... La référence universelle, mais je te montrerai après, je l'ai dans un bouquin là, juste à côté. Trop cool, on fera des images. Qu'est-ce que je voulais dire? J'en étais où? J'en étais sur donc Joseph Bonny. Et ensuite, de fil en aiguille, c'était en 2016, on a lancé ça online pour le coup, uniquement. Et on a découvert que oui, on pouvait vendre online, qu'on pouvait apprendre à développer un e-commerce, développer des produits. Et je pense que ça nous a donné beaucoup de confiance les 3 années qui ont suivi pour se dire un jour que peut-être qu'une montre, ce qui nous trottait dans la tête depuis un petit moment, on avait peut-être, et en découvrant aussi des fabricants, en étant en contact avec l'industrie, vraiment, c'est l'autre aspect en fait du côté très journaliste, donc très image. Là, on rentrait un petit peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire on passait derrière en fait, et là on découvrait un monde de la fabrication, de tout quoi. C'est en fait, on grattait un petit peu la surface avec les Rabilleurs, mais en tout cas l'image, on maîtrisait l'image, mais on maîtrisait pas la production. Donc on a appris énormément, on a rencontré beaucoup de gens, et puis à un moment on s'est dit on a les contacts pour réaliser une montre. Maintenant il faut la dessiner. Jérôme est entré en jeu parce que c'est lui qui dessinait nos bracelets et autres, et depuis très longtemps il dessinait des montres. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur les contacts? C'est quoi l'écosystème idéal des partenaires que tu dois avoir pour te lancer dans la création d'une montre? Tu dois être capable d'avoir des fabricants pour tous les composants de l'habillage de ta montre, ainsi qu'un... C'est quoi l'habillage du coup? L'habillage, c'est tout ce que vous voyez. Et après, vous avez le mouvement à l'intérieur. Qui est, pour le coup, là, il faut passer par un fabricant de mouvement. Et après, il faut trouver le bon assembleur pour assembler tout ça.
Et ensuite, en fait, il faut tout le reste. Mais je dirais que la base, c'est quand même cadranier, les gens qui savent faire des aiguilles. Ensuite, avant ça, il y a beaucoup de travail. Hein, bien sûr. Mais c'est peut-être des métiers qu'on ne connaît pas. Du coup. Là, tu viens de me dire cadranier. Je découvre. Les spécialistes du cadran. Ok. Ouais. Okay. Non, mais il y a clairement des métiers qui sont incroyables et qui sont très spécifiques. Mais c'est pas le même savoir-faire ni le même outillage pour fabriquer un cadran que des aiguilles. Voilà. Okay. Après, voilà, par exemple une lunette céramique, la céramique, c'est des spécialistes de cette matière-là parce qu'il faut des fours à très haute température pour cuire une céramique qui soit suffisamment compacte pour être extrêmement solide. Donc en fait, on va faire appel à plein de gens différents. Maintenant, on rentre par cette porte-là par des référents et des gens qui ont déjà dans leur portefeuille le package. Ou le package, ou en tout cas qui sont capables de trouver les bonnes personnes en fonction de nos envies. Et ensuite, oui, le fabricant de mouvement, extrêmement important. L'assembleur, extrêmement important. Et voilà, après, on y va. Ok. Trop cool. Donc, Joseph Bonny, ouais. Joseph Bonny. Ouais. Vous vous dites on va créer le monde, c'est sûr, on y arrive, on a les contacts, on a tout ce qu'il faut. C'est venu assez progressivement jusqu'au jour où on en parle autour de nous. Et moi, en fait, quand je parle d'un truc, ça veut dire que je me suis déjà engagé. Voilà. Mais ça revient à en fait, un premier stage que j'ai fait quand j'étais très jeune, où la personne qui était un ami de mes parents m'avait même pas, non, c'est un job, m'avait embauché, m'avait dit, si tu veux faire quelque chose, dis-le à ton entourage, comme ça tu n'as plus le choix. Tu es tenu de le faire. Ou au moins de le tenter. Parce que sinon, tu as parlé pour rien en fait. Et comme je viens du sud, j'ai beaucoup vécu dans le sud de la France, que les gens parlent beaucoup, et ils font pas forcément tout ce qu'ils disent. Moi, je me suis dit que si je parlais, il fallait que je fasse les choses. T'étais où dans le sud ? À Avignon. Alors, pour les Marseillais, c'est pas le sud, mais ça, c'est encore un autre débat. Si tu fais un podcast sur le sud de la France, on pourra en reparler, sans problème. Mais blague à part, on a commencé à en parler avec Jérôme et de là, on s'est dit, bon, allons-y. Poussons le. En fait, tu pousses le curseur toujours un peu plus loin, c'est-à-dire que tu en parles, après tu vas commencer à dessiner, tu regardes le dessin, tu dis c'est pas mal. Qui dessine ? C'est Jérôme. Et après, non, moi c'est pas mon domaine. Je fais beaucoup de choses, mais pas ça. Ensuite, dessin, tu vas passer à une 2D. Tu dis c'est bien. Ensuite, tu vas faire une impression 3D. Tu vas poser sur ton poignet, tu te dis ça peut donner quelque chose. Et de fil en aiguille, tu as déjà avancé dans le process en fait. Et après, c'est Jérôme le designer full du coup de Serica. Donc l'identité qu'on connaît de Serica, les aiguilles, cette forme, cette simplicité, cette pureté, c'est Jérôme. Du produit. Je dirais qu'en fait, Serica, comme toute société qui fait des produits, pour moi, c'est peut-être trois composantes très importantes. C'est le produit, très clairement, la marque et la gestion de tout ça. Et le produit, c'est Jérôme 100%, parce que c'est son domaine et qu'il s'est spécialisé là-dedans et qu'il le fait très bien. La gestion de la marque, on la gère à peu près à 50-50. C'est-à-dire qu'on se partage les tâches dans la gestion de l'image, de tout l'univers qu'il va y avoir autour de Serica, que ce soit online, offline ou autre. Et après, la gestion de la société, en revanche, c'est plus moi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à travailler en binôme. Et ce qui est très bien, parce que je pense que si on avait les mêmes envies et les mêmes skills, en fait, peut-être qu'on se marcherait dessus. Donc la complémentarité, c'est quand même pas mal. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas. Hein. Bien sûr. Quand, évidemment, qu'il me pose des questions, mais le processus créatif, il faut qu'il le fasse jusqu'au bout. Et en fait, pour moi, pour avoir à la fois été du côté un peu plus créatif,
à travers la photo, la vidéo ou autre, je comprends qu'il faut s'isoler et aller jusqu'au bout des choses pour être satisfait de son travail. Mais je comprends aussi que c'est absolument impossible quand tu dois gérer une société. Okay. Parce que quand tu gères une société, tu es abreuvé d'informations et de demandes dans tous les sens. Et du coup, la créativité, elle est plus là. Donc, tu es obligé de le faire le week-end ou la nuit. Et il y a un moment, il faut dormir. Donc, voilà, le cercle devient vicieux, en fait, plutôt que vertueux. Donc, c'est important qu'à certains moments, par exemple, Jérôme, il arrive à s'isoler et à créer. Ok. Et donc, du coup, la marque, c'est toi, plutôt ? La marque, je te dis, c'est vraiment... non, l'univers, c'est nous deux, en fait. Okay. Maintenant... Mais la marque, c'est quoi, du coup ? Serica, c'est quoi, la marque ? La marque... Qu'est-ce que la c'est ? marque, Alors déjà, comment elle vous est venue ? Comment vous avez trouvé Serica ? La marque, c'est nos univers et cette passion pour la beauté de l'objet, en particularité de la montre, effectivement, mais pas que de la montre. Je pense que c'est important de dire que Serica, c'est une marque de montre, ça c'est sûr. Okay. Mais qu'elle n'est pas que inspirée par l'univers horloger. Pourquoi ? Parce qu'on est des bons gros geeks de l'horlogerie, ça c'est sûr. Okay. Qu'on maîtrise le langage plutôt bien. Que lorsqu'on crée une montre, on est jusqu'au boutiste d'un point de vue technique, d'un point de vue esthétique, qu'on va toujours être en corrélation avec l'histoire de l'horlogerie. Mais on a envie de la placer dans un univers qui est celui de la personne qui va la porter. C'est-à-dire que toutes les montres qu'on a aujourd'hui, ce sont des montres techniques de base, Field Watch, montre de plongée ou GMT, donc qui ont été créées pour des militaires, pour des plongeurs ou pour des pilotes, donc pour des métiers très techniques, mais qu'on essaye de rendre aussi les plus versatiles possibles. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se mettre en combinaison de plongée pour porter une montre de plongée. Donc on n'est pas obligé de faire un objet très gros, sans trop de finition, parce qu'il doit être robuste, parce qu'il doit prendre des coups et qu'on ne veut pas que ça se voit. Non, on a envie qu'il y ait un vrai plaisir à porter l'objet en toutes conditions. Et le nom Serica, d'ailleurs, évoque cette thématique-là, puisque porter un objet en toutes conditions, c'est voyager avec, c'est vivre avec. Et Serica, en fait, c'était une région qui n'existe plus en Asie, qui était un peu le bout du monde de la route de la soie, à l'époque de la route de la soie, qui s'appelait Serica, et qui était une région qui était peuplée de plein de gens qui se réunissaient pour faire du commerce, en fait. Aujourd'hui, ce serait quoi, Serica ? J'ai un énorme doute, donc je vais pas dire de bêtises. Ok, mais on le mettra dans les notes. On mettra dans les notes exactement. Mais en fait, clairement, c'était sur une vieille route, une carte de la route de la soie qui a été découverte pour le coup Jérôme quand il a fait un voyage à Vienne. Okay. Et en fait, on cherchait une consonance internationale. On cherchait un mot un nom qui soit court mais qui ait une signification. C'est très compliqué de trouver des noms de marques, très 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 compliqué, et qui soit évidemment libre. Oui. C'est pareil, c'est ce qu'on raconte toujours. C'est le jour où Jérôme m'a appelé pour me dire, je crois que j'ai un truc. Je crois que c'était un samedi soir. Je rentrais de soirée ou je ne sais quoi, et j'ai acheté le nom de domaine à 1h du matin. C'est quoi le nom de domaine que tu as pris ? Serica-Watches. En fait, Serica.com était déjà pris. Ok. Donc j'ai acheté toutes les déclinaisons, Serica, Watch, machin truc, montre. Et j'ai un petit truc pour toi. Ouais. À la fin si vous restez jusqu'à la fin, les amis. D'accord. Je pense que j'ai quelque chose qui va te plaire. Ok, très bien. J'ai hâte alors. Et voilà, en fait, tu vois, donc ce nom, il fallait qu'il dégage un univers qui était aussi le nôtre, parce que on a tous les deux pas mal voyagé, on aime vivre des moments avec les objets qui nous accompagnent. On s'intéresse aux montres, aux vêtements, moi beaucoup aux voitures par exemple, Jérôme aux couteaux. Enfin, tu vois, voilà, plein de choses. Et quand on vient ici, en fait, on voit qu'il n'y a pas que des montres. Non, bien sûr. Ok, donc alors du coup,
Donc vous créez la marque, vous avez votre premier modèle. Le premier modèle, c'est quoi vous sortez? C'était une Field Watch, première génération, qui était une montre étanche, mécanique remontage manuel. On va dire qui collait beaucoup plus à l'esprit de la Field Watch d'origine et qui était déjà une Field Watch série K, mais qui s'est un peu affinée avec le temps aussi. Ok, et aujourd'hui, même si on va un peu vite, mais c'est quoi la gamme aujourd'hui série K? Aujourd'hui, on a, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais on a 3 collections. Toujours une Field Watch, mais qui a évolué avec le temps. On a une montre de plongée et on a une GMT. Okay. Toutes, depuis l'année dernière, sont automatiques, avec une certification chronomètre. Donc ça veut dire que tous les mouvements sont testés dans un laboratoire qui s'appelle le COSC et ils garantissent une chronométrie, c'est-à-dire une précision chronométrique du mouvement entre -4 et +6. Ça veut dire que le mouvement que tu vas avoir dans une montre série K va être précis dans cette fourchette-là. Donc il ne va pas perdre moins de 4 secondes par jour ou gagner plus de 6 secondes par jour. Et pour que les gens se rendent compte, avoir la certif COSC, ça t'engage en fait à faire des montres suisses déjà, parce que c'est une certification suisse. Ça t'engage à respecter, déjà à être accepté par le COSC pour pouvoir mettre cette mention chronomètre sur ton cadran, sinon tu n'as pas le droit. Ça engage une complexité nécessaire en termes de production, puisque tous les mouvements sont testés individuellement et certains ne passent pas le test. Donc en fait, notre fabricant de mouvements envoie les mouvements au COSC. Ils sont testés 15 jours, un pourcentage revient. Ce pourcentage-là peut être assemblé dans nos montres. En fait, le processus est quand même assez complexe. Et coûteux, j'imagine ? Oui, ça, il y a tout un coût. Ok. En Suisse particulièrement. Ouais. J'imagine, parce que en fait, des recherches que j'ai faites en préparant du coup ce podcast, j'avais l'impression de comprendre que avoir cette certif COSC dans votre positionnement prix à vous, c'est miraculeux. Enfin, c'est de l'ordre soit un peu du miracle, soit du. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes les seuls sur cette. On est aujourd'hui les seuls dans cette gamme de prix qu'on va occuper aujourd'hui, c'est-à-dire entre 1000 et 2000, 2000, 3000 euros plus tard, à n'avoir que des montres certifiées chronomètre. C'est-à-dire que souvent, dans notre gamme de prix, tu peux avoir un modèle dans une collection qui est un peu le modèle flagship, qui va annoncer toutes ces specs-là, et après le reste, c'est plus standard. Non, nous, on a décidé d'aller vraiment dans la verticalité là-dessus, c'est-à-dire que, et pour aussi simplifier le message au maximum, c'est de dire, voilà, si vous venez chez nous, c'est la base de travail, si nécessaire, automatique, certifié chronomètre. Et effectivement, c'est un élément de différenciation qui nous est propre et qui nous permet d'avoir un positionnement assez particulier. Et comme tu le disais, il n'y a vraiment pas de miracle, ça n'existe pas. Donc, on va rogner un petit peu sur notre marge, très clairement, pour pouvoir avoir un prix quand même assez contenu avec les produits qu'on fournit. Ok. Trop cool. Et donc, 3 gammes. La communication sur ces gammes est différente ou vous avez une espèce de ligne édito que vous gardez ? Je dirais que chaque modèle a son langage et a son esthétique. C'est assez... Alors, ça ne veut pas dire qu'une Field Watch, on va utiliser des militaires pour en parler, bien au contraire. Mais je dirais que le fil rouge derrière tout ce qu'on fait, c'est ce côté très versatile du produit, c'est-à-dire qu'on va souvent photographier une montre de sport avec un mec en costume cravate. Pourquoi ? Ou en smoking ? Parce que en fait, on veut imprégner le fait que une montre série K, c'est vraiment une montre qu'on porte au quotidien. Et voilà, c'est important pour nous parce que c'est clairement ce qu'on fait nous. Ce qu'on dit toujours, c'est que ces montres-là, on les crée d'abord pour nous et après pour les autres.
Okay. Mais je pense que ça imprime considérablement la philosophie de notre travail. Mais comme tous les objets qu'on a créés, hein, c'est-à-dire que c'est des objets qu'on avait envie de porter et qu'on a envie d'utiliser et on les a créés. Et ça, c'était aussi un petit pied de nez à, je pense, une tendance peut-être un peu trop marketing de l'objet, c'est-à-dire que certaines marques vont peut-être se dire, OK, qu'est-ce que le marché veut et donc qu'est-ce qu'on va leur fabriquer. Ils adorent les montres rondes avec un cadran noir et un bracelet marron. Allons-y. Et on s'est retrouvé avec plein de montres rondes, cadran noir et bracelet marron. Je pense que ça a un peu changé. Je pense que les choses évoluent et puis il y a des nouveaux entrants aussi. Enfin, le marché est assez intéressant en ce moment parce que, en plus, il est beaucoup moins déconnant que ce qu'il était il y a 5 ans en termes d'investissement, tout ça. Donc, il y a un assainissement en ce moment et je pense que même les grands groupes commencent à réaliser que les consommateurs, en fait, ils évoluent, ils s'éduquent, ils ont envie peut-être d'avoir des créations et de sentir que quand une marque présente quelque chose de nouveau, c'est réellement nouveau. Et singulier, genre on aimerait tous un peu que ce soit singulier. Est-ce que toi tu vois que ça revient? Parce que j'ai l'impression que tout le monde se regarde un peu. En tout cas dans les gros mastodontes, et que ça se copie, ça se recopie, il y en a un qui fait une collab, l'autre fait une collab, enfin tu vois. Alors oui, très clairement, mais en fait j'avais pas envie de tomber là-dedans dans ce discours-là parce que je l'ai tellement asséné ce discours-là que je dois avouer que je pense qu'il faut qu'on se regarde et qu'on se concentre sur ce qu'on veut faire plutôt que toujours comparer par rapport à ce que font les autres. Mais c'est clair que quand on voit le dictionnaire Omega et que tout ce qu'a créé Omega des années 50 aux années fin 70, début 80, c'est un bouquin comme ça, en termes de créativité, différents modèles, combinaisons. Et je pense que si on faisait la même chose, hormis les collabs ou le truc spécial de fin 90 à 2020, le bouquin serait un peu moins intéressant. Parce que aujourd'hui, on s'autorise moins de créativité. Tout le monde se regarde. Il n'y a qu'à voir la mode du bracelet intégré qui a été créé par Gérard Genta pour différentes marques à l'époque, qui est devenue une mode parce que c'était inatteignable en vintage et que c'est vrai que c'est une esthétique qui est complètement incroyable. Hein. Mais limite, à un moment, on en a marre, quoi. Tu vois, toutes les marques sortaient une montre acier, bracelet intégré ou or, un bracelet intégré. Et tout le monde y allait oui, mais en 1970, on a retrouvé cette pièce qui avait été faite. Ouais, ok, les gars, mais en fait, c'est une tendance. Et elle va amener une autre tendance, peut-être. Je ne sais pas ce que ça va être demain. Mais je pense qu'en effet, le côté très singulier, c'est quelque chose qu'on a essayé de développer, en tout cas, nous. Ok, je le constate, hein, je suis amoureux de cette petite Field Watch 36912. Merci. Vraiment, qui est très très pure et très équilibrée et que j'adore. C'est un 36 ? C'est un 37-7. 37-7. Incroyable ce format. Ouais, c'est 37. C'est la parfaite taille pour nous, pour une Field Watch. Et on a une belle ouverture de cadran, donc elle paraît pas trop petite au poignet. Elle est très fine parce qu'on a beaucoup retravaillé le boîtier l'année dernière. Donc elle est très fine. Elle est toujours étanche de 100 mètres. Donc elle coche beaucoup de cases en fait qu'on souhaitait avoir pour toutes nos montres. Elle est trop stylée, j'espère que vous la voyez les amis. Ok, donc on parlait de marque, excuse-moi j'ai perdu un peu le fil du coup, c'est tellement passionnant je crois ça va être le podcast de la digression. Oui, évidemment, mais de toute façon, quand on parle de montre, si on fait pas de digression, ça veut dire que je pense qu'on s'embête un petit peu. Non, je rigole bien évidemment, mais la montre, c'est pour moi l'objet parfait pour parler de plein de sujets. Ok. Et pour rencontrer aussi, ce que j'ai adoré dans ma période plus journaliste, c'est que ce petit objet m'a fait rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer et une diversité de gens que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement.
de la personne dans une usine qui va fabriquer des petits rouages qui vont être mis dans une montre et qui a un discours passionnant parce qu'il est passionné de son truc, bien sûr. Jusqu'à des gens très connus du grand public qui vont peut-être avoir un visage complètement différent quand ils parlent d'une montre. Ok. Et alors, on va parler du marché, de ce que tu m'as dit tout à l'heure sur les différentes stratégies qu'on avait et qui, vous, du coup, étaient différentes puisque vous créez une montre pour vous et le marché suit. J'aimerais revenir un peu sur la technique, sur les éléments de la montre et notamment le mouvement. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler ? Waouh. Oui, je peux le t'en mouvement, parler. 2 points, tu as 2 heures. Non, je vais pas rentrer dans le détail parce que déjà, c'est pas mon métier encore une fois. Okay. Et je pourrais dire des bêtises. Ok. Tant mieux. Mais après, un mouvement d'une montre mécanique, évidemment, nous, on travaille avec des mouvements mécaniques à remontage manuel ou automatique. Ouais. Aujourd'hui, que automatique, mais on a travaillé avec des mouvements à remontage manuel. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre si on veut comprendre la mécanique d'un mouvement, c'est que... Ton mouvement. De notre mouvement. De votre mouvement, Serica. Notre mouvement, nous, on travaille avec Soprod. Okay. Soprod, c'est un fabricant de mouvements en Suisse qui appartient au groupe Festina et qui est un des, on va dire, je pense, 4 gros manufacturiers de mouvements suisses. Okay. Tu vas avoir ETA qui appartient au Swatch Group et donc qui, depuis quelques années maintenant, a fermé la production aux membres du Swatch Group, aux marques du Swatch Group. Celita, qui est un des gros aussi manufacturiers de mouvements, qui fait beaucoup de clones de ETA parce qu'en fait le marché s'est redirigé aussi vers Celita et tant mieux pour eux parce que je pense que c'est une entreprise qui se développe probablement très très bien. Tu vas avoir STP aussi, Soprod avec qui on travaille et après d'autres un peu plus spécifiques. Mais Soprod pour nous c'est, je dirais que ce qui nous a séduit chez eux, c'est leur ancienneté, leur savoir-faire, cette très belle manière de travailler à la fois de manière très artisanale mais aussi très technique. C'est-à-dire qu'ils ont un peu tout. Ils ont des machines complètement folles qui sont ultra modernes. Au laser. Ouais, enfin vraiment c'est assez fou quand on va visiter chez eux. On a fait un film d'ailleurs là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Et à côté de ça, on a aussi des personnes qui vont analyser les pièces à la main, qui vont... Enfin voilà, on a vraiment ce très bon compromis entre le côté très industriel et très manuel. Mais au-delà de ça, ils font des mouvements très fiables. Nous, on cherchait des mouvements fiables qui existent depuis des dizaines d'années parce qu'un mouvement est fiabilisé avec le temps. Alors qu'un nouveau mouvement, quand il sort sur le marché, on peut être sûr qu'il va avoir des problèmes. C'est comme ça. Parce qu'en fait, c'est les retours de marché qui font que le mouvement va s'améliorer avec le temps. Soprod, c'est aussi une équipe humaine et une relation humaine qu'on aime beaucoup. Et c'est assez rare dans ce domaine-là. Et justement, c'est quoi la nature de la relation entre une marque et son fabricant de mouvements ? En fait, je dirais que le rapport de force qui pouvait exister probablement il y a 10 ans entre un nouvel entrant qui avait demandé 500 mouvements pour faire sa première production de 500 pièces et je pense qu'il n'était pas entendu, a complètement changé. Parce qu'avant, déjà, il n'y avait pas beaucoup de nouveaux entrants. Il y avait des gros volumes demandés par des marques, un marché qui poussait assez fort. Donc, en fait, voilà, les cartes n'étaient pas du tout les mêmes. Ça a évolué et pour le coup, l'équipe de Soprod était vachement à l'écoute en fait je pense que notre projet qui avait déjà avancé parce qu'à la base on ne travaillait pas avec eux sur les premières prods, ils nous ont suivis, ils nous ont accompagnés dans des très bons moments, beaucoup de bons moments, parfois des moments un petit peu plus touchy, mais ça fait partie de l'histoire et de l'aventure d'une marque. Et voilà, et on arrive à avoir une collaboration vraiment ok. top.
Mais du coup, est-ce que vous participez un peu à la création du mouvement Non. ou c'est des choses qui sont déjà préfaites Non. et c'est des produits prêts de leur côté? Comme je disais, nous, on veut des mouvements fiables. Et un mouvement fiable, il est dessiné depuis très longtemps. Il a été porté sur des milliers et des milliers de poignées à travers le monde. Et on va dire qu'au moment où le manufacturier de mouvement va se dire il est fiabilisé, c'est là où nous, on va se dire OK, on y va. OK. Et alors, du coup, c'est ultra intéressant ce que tu me racontes parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui ne savent pas encore la relation. Comment tu peux créer une marque de montre. Et tu as commencé à me parler de 500 pièces. Du coup, j'imagine que c'est un peu le minimum que tout le monde demande. C'est un peu en fait, même pas en termes de mouvement, tu peux en acheter moins. Mais c'est plus sur l'habillage en fait. Souvent, quand tu travailles, tu vas pas lancer un outil de production parce que là, pour le coup, c'est ton outil de production pour faire 10 pièces. Sinon, ça va te coûter trop cher par montre. Donc, souvent, ce qu'on appelle dans le métier le MOQ, ce mot génial. Donc, ce minimum de quantité de commande. C'est 500 pièces. C'est minimum of quantity, j'imagine. Exactement. Ok. MOQ. Très bien. Et ok. Et alors, ce mouvement qui a fait ses preuves, et qui, du coup, j'imagine que pour le choisir, vous avez dû regarder ce qui s'est fait avant, l'historique qu'ils ont eu avant sur ce. Est-ce qu'on peut le retrouver sur d'autres montres qu'on peut connaître? Que tu peux connaître en revanche, oui, mais je sais pas. T'as pas le. Non, mais il y en a, mais même du groupe d'ailleurs Festina. Hein, tu vas retrouver c'est le M100. M100, ok. Aujourd'hui, on a eu le Newton dans la montre que je porte aujourd'hui, parce que moi j'ai une ancienne génération de la montre de plongée. On a eu d'autres mouvements dans nos montres, mais le mouvement qu'on utilise le plus aujourd'hui, c'est le M100 de chez Soprod, qui est un mouvement qui a été rebaptisé parce qu'il a eu beaucoup de problèmes il y a 15 ans. Ok. De quel ordre? Ce que je disais, c'est un mouvement jeune qui avait besoin d'être fiabilisé avec le temps. Et ils l'ont amélioré de manière, de la meilleure manière qui soit. Et ils l'ont rebaptisé M100 quand ils se sont dit, OK, maintenant, je pense qu'on peut passer à autre chose. Et maintenant, ça fait plus de, disons, quelque chose comme ça qu'il existe en tant que M100. Et honnêtement, c'est un excellent mouvement. Nous, après, tu choisis en fait tes grades de finition. Donc, si tu veux des côtes de Genève, tu mets des côtes de Genève. Tu vas du perlage, etc. Tous ces éléments qui sont du décor, qui n'ont peut-être dans la tête des gens pas d'intérêt si tu mets un fond plein. Opaque, ouais. Mais pour nous, oui. Donc, on met le maximum de finition. Ce sera le petit plaisir de l'horlogerie qui fera la réparation ou le SAV, mais c'est comme ça. On va graver la masse au Serica et effectivement on va aussi avoir un réglage ultra précis pour qu'il puisse passer les tests du COSC. C'est passionnant tout ce que tu me racontes. Je ne sais pas comment on va tenir le timing. On parlait tout à l'heure, et c'est pour ça du coup je reviens sur la partie un peu plus marketing et est-ce que vous avez un peu d'analyse sur le persona de vos clients, c'est qui aujourd'hui? C'est marrant parce que c'est une question qu'on ne s'est jamais posée. On avait des idées dans notre imaginaire et dans notre tête, et c'est une question qu'on nous a posée parce qu'on va refaire complètement ce lieu dans quelques mois. Et un de mes très bons amis, très talentueux architecte, va s'en occuper. Et sa première question, une de ses premières questions, c'est qui le persona Serica? Je l'ai regardé, je lui ai dit ah ouais, laisse-moi quelques jours, on va y réfléchir, etc. Et en fait, c'est très difficile parce que pour moi, le persona, c'est un peu la personne imaginaire que tu aimerais voir porter ta montre. Mais le client que tu vois rentrer dans la boutique. Mais le client que je vois rentrer dans la boutique, il est très... c'est très différent. J'ai des hommes, j'ai des femmes, et on a des personnes qui vont s'acheter. C'est la même gamme, hein, c'est unisexe. Hein. Oui, moi en fait, ce que je dis toujours, est-ce que tu achètes une voiture d'homme ou une voiture de femme? Tu achètes une voiture? Absolument pas. Non, mais bien sûr, mais chez Serica, en tout cas, tu achètes une montre. Ok. Après, est-ce qu'elle convient à un poignet féminin?
tu vas avoir je pense des femmes qui vont aimer porter une montre peut-être un peu plus importante et qui vont pas forcément avoir envie de toujours le cadre en nacre avec ses petits index diamants, etc. C'est bon, on a compris. Enfin, le message, il faut arrêter d'être dans les années 80 là. Une montre sportive peut être portée par tout le monde et tant mieux. Donc est-ce que tu as des copines? Je pense que déjà, je te tutoie, mais je crois que tu me vois, mais est-ce qu'on peut se tutoyer déjà? Je sais plus si je te tutoie. Enfin, okay. Ouais. Est-ce que tu as des copines qui ont des submariners? Moi, j'en ai une, je peux te le dire. Des subs, j'ai eu j'ai pas eu des copines amies, hein, pas forcément petites copines. Hein. Non, c'est pour ça que je fais gaffe, parce que si jamais Noémie écoute ça. Noémie. Évidemment, mais j'ai surtout ma copine qui me pique toutes mes Serica et qui porte très régulièrement la GMT, qui est quand même la montre finalement qui est un peu la plus imposante chez nous, de par son ouverture de cadran et sa taille, et qui la porte hyper bien. Ok. Allez, digression, on va repartir sur une parenthèse. T'es où là? Non, on va rebondir sur la GMT. Ouais. Tu as quelque chose de ultra singulier. Alors, encore une fois, je n'ai pas absolument toute l'expérience et l'œil entraîné, mais ce antéméridiem et ce post-méridiem, j'ai pas l'impression d'avoir vu. Non, c'est normal. Ok. En fait, dès qu'on va penser à un objet, une montre, on va comment dire? On va mesurer l'originalité de ce qu'on va créer en parallèle avec le côté historique de la pièce. C'est-à-dire que, en tout cas pour l'exercice qu'on a fait sur ces 3 modèles-là, c'est-à-dire que, on va prendre la GMT puisque c'est l'exemple que tu as cité. Une montre GMT, c'est complexe en termes de réalisation pour se démarquer des autres. Parce que la GMT a été inventée par Rolex. Rolex a ensuite inventé des codes couleurs qui ont été repris par tout le monde. Donc si tu fais du vert, si tu fais du rouge, si tu fais du bleu, si tu fais d'autres couleurs, en fait c'est-à-dire que tu t'inspires de ce qui a été fait par une marque. Donc quand on a pensé à la lunette de la GMT, on s'est dit ok, on a plein globalement de drapeaux rouges qui gravitent autour de nous. Il faut qu'on fasse une lunette, qui est quand même un élément hyper important de cette montre-là, qui soit suffisamment singulier pour être une lunette Serica. Donc, on a utilisé la même technique que Rolex pour le coup, c'est de céramique biton en monobloc. Une complexité incroyable à faire. Ensuite, on a en revanche décidé par exemple d'ouvrir un petit peu plus le jour que la nuit. Donc, tu as une lunette qui est asymétrique. J'avais pas fait gaffe. Ouais, en fait, oui, j'ai vu que le 6, en fait, il est pas... On n'a pas séparé les 6 parce que si tu voulais rendre lisibles les 6, quand tu faisais une lunette noire et ivoire, il fallait en fait les choisir, ou en haut, en bas. Mais ce qui crée du coup une originalité. Ensuite, on a choisi effectivement d'avoir une lunette en 24 heures, mais en 2 fois 12 heures, avec les antéméridiem, postméridiem. Et d'autant plus qu'on a... Ça vous est venu comment ? C'est Jérôme pour le coup qui m'a dit tiens, j'ai une super idée et qui l'a posée. Et comme on a un public américain assez important, forcément ça va, je pense, ça a résonné aussi. Et ça, tous ces petits détails mis bout à bout en fait vont créer ce côté singulier en fait que tu peux avoir sur cette. Avec le prochain qui fait du hanté et du post-méridiem, on dira style Serica quoi. Vous avez fait une montre style Serica. Ouais, on a même déjà été copié, hein, mais bon, ça fait partie du jeu. Ok. Moi, je pense que c'est un signe de réussite, de te faire copier. Et que je sais que j'imagine que t'as les boules. Quand tu créeras un truc. Non, mais bien sûr. Et puis de toute façon, tu peux rien éviter aujourd'hui, mais c'est vrai que quand tu mets 3-4 ans à développer un truc et que 2 ans après, t'as quelqu'un qui s'en inspire un peu Qu'est-ce trop. Qu'est-ce qui est protégeable ? En termes de design, pas grand-chose. Alors, on protège la marque. On a déposé la marque absolument partout. On protège les noms, on protège tout ce qui entoure le produit. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je rigole parce que encore une fois, c'est toujours lié au cadeau. À ton cadeau. Ah d'accord, tu as acheté ma marque dans un pays ? Non.
il y a encore 2 ou 3 pays où on n'est pas, hein, mais quand même, on a beaucoup dépensé d'argent dans le dépôt de marque. Okay. Mais du coup, là, sur cette fameuse copie là dont tu parles, tu peux rien faire? En fait, je pourrais avoir. En fait, le truc, c'est que c'est international. Et c'est dans un pays qui est la Chine et qui. Si tu dépenses de l'argent en avocat, c'est comme balancer un petit papier dans une poubelle et après, voilà, c'est tout ce qui va se passer. Donc, non, je pense que, en fait, et c'est comme tout, quand on t'attaque comme ça, tu as 2 réactions. Ou bien tu te braques, tu te lamentes et après, tu es déprimé. Ou alors tu dis, OK, c'est peut-être l'occasion de faire mieux. Et en fait, is the way. Le fait qu'on ait accéléré la certification chronomètre et qu'on ait bossé l'année dernière comme des oufs pour atteindre cet objectif fin d'année d'avoir uniquement auto-COSC, ce qu'on avait prévu plutôt sur 2 ans, je pense que ça nous a aussi beaucoup motivés en fait. Parce que personne aujourd'hui, enfin personne, il peut arriver des choses, mais si tu crées une copie de ce qu'on fait, jamais il sera certifié chronomètre et dans les standards qu'on a mis aujourd'hui dans nos montres. Ok. Très bien. Est-ce que y a des choses dont je ne t'ai pas parlé à partir de Serica? Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Non, mais on n'a pas fini sur le persona. Et sur oui, les gens qui oui, putain, c'était ça que je t'avais posé. Heureusement que je suis quand même. Okay. Je dirais juste que au-delà du persona, qui est cet homme, cette femme imaginaire extrêmement élégant ou élégante, qui va aimer, qui arrivera avec une belle voiture et qui ira après dans sa maison d'architecte admirer sa Serica au poignet avant de plonger dans l'océan et de faire du surf, tu vois. C'est vraiment des gens qui rentrent chez nous et c'est génial d'avoir ce lieu-là pour les rencontrer. C'est que tu vas avoir une personne qui va s'acheter sa première montre comme sa 100e, une personne qui connaît pas grand-chose à l'horlogerie comme des gens qui sont extrêmement bien renseignés, des gens qui viennent du bout du monde comme des gens qui sont du quartier. Et en fait, c'est extrêmement divers. Donc, c'est difficile. En revanche, je dirais que le point commun peut-être de tous ces gens-là, c'est que quand ils viennent chez nous, ils ont eu un coup de cœur. Et ils ont eu un coup de cœur pour un objet qui est, comme tu le disais, singulier. Et qu'on utilise beaucoup, en fait, comme mot parce que, en fait, on voulait recréer ce coup de cœur horloger que peut-être on ne pouvait pas forcément beaucoup avoir avant ça parce que, enfin, si tu pouvais avoir des coups de cœur, mais en tant que journaliste, moi, à l'époque, j'avais des coups de cœur, mais c'était 30 000 €. Donc mon coup de cœur, il était vite, voilà. Il restait un rêve. Il restait un rêve et j'achetais des pâtes. C'est pas pour ça que je pouvais économiser pour avoir 30 000 € à dépenser dans une montre. Donc je dirais qu'avoir une bonne corrélation entre ce coup de cœur et l'accessibilité à ce coup de cœur-là, c'est plutôt cool. Ok. Et tu me disais 1 300 € aujourd'hui. 3 000 € plus tard, c'est un podcast qui restera pour l'éternité. Hein. Peut-être qu'au moment où vous l'écoutez, ça coûte déjà 3 000 €. 60 000. Qu'est-ce qui va changer pour que ça devienne 3 000 €? C'est juste que plus on va aller dans des complications horlogères ou des complexités en termes de fabrication, plus ça va impacter sur le prix de production. Donc forcément, il va y avoir des prix qui vont évoluer. Mais je dirais que la Field Watch va probablement, si en état comme ça, on ne va pas faire... comme tous les gens qui vont tous les ans augmenter leur prix. Donc c'est juste que voilà, beaucoup de gens nous posent la question, est-ce qu'un jour on va faire un chronographe? Très probablement. Pas demain, pas cette année, on verra quand. Mais un mouvement chronographe à acheter, c'est 3 fois le prix d'un mouvement automatique. Voilà. Donc forcément, ça s'impacte dans le prix de ta montre, c'est tout. Et du coup, si c'est pas un chronographe, ça sera quoi? Ça sera une phase de lune? C'est quoi la prochaine? Non, je pense pas que l'identité de Serica aujourd'hui soit plus sur des complications poétiques ou on est quand même, d'ailleurs même dans la complication en fait, à part le GMT, on reste 3 aiguilles. Je dirais plutôt, sans trop en dévoiler parce que sinon c'est tricher, que cette année on va célébrer nos 5 ans.
qu'on peut peut-être commencer à se dire qu'on est une jeune marque. Voilà. Avant, j'ai toujours fait attention au terme marque, en fait. Tu peux pas sortir un produit et dire je suis une marque de montre. Non. Tu es un projet que tu as mis sur le papier et au poignet de certaines personnes et qui deviendra probablement une marque si tu crées l'univers autour de la marque, si tu es capable de faire le service après-vente de tes produits, si tu es capable de créer encore du rêve 5 ans, 10 ans après, si tu es capable de tout ce qu'il y a autour de la marque. Sinon, tu resteras un projet personnel et que tu as partagé avec d'autres personnes. Donc la marque, c'est une construction permanente et ça va mettre beaucoup de temps à se dire que... C'est quand les 5 ans, du coup, vous fêtez ça ? Alors, officiellement en fin d'année. Ok. Même si on a présenté le premier modèle en juin, il y a 5 ans. Donc, ça devrait être le mois prochain. Ok. Mais on va officialiser ça réellement, peut-être, pourquoi pas, au moment où on a livré les premières pièces. Donc, c'était plutôt en fin d'année. Okay. Et aussi, ça nous laisse du temps pour aboutir à une nouvelle collection qu'on va présenter. Pas forcément pour cette occasion-là, mais ce n'est pas la collection des 5 ans. C'est juste que tout va être annoncé plutôt en fin d'année. Donc octobre, décembre, globalement, je pense qu'en décembre, je vais bien dormir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Trop stylé et trop sympa. On a parlé du coup tes clients, tes montres, de la marque, de l'univers. On a parlé de toi aussi un peu, du coup de comment est-ce que tu en es venu. Moi, j'aimerais revenir quand même un peu, et je t'en ai parlé en début d'interview, sur ce côté digital justement, où j'ai commencé à m'intéresser à vous presque au même moment où je me suis intéressé aux montres. Et cette stratégie justement digitale de retargeting sur laquelle vous êtes, qui est extraordinaire. Enfin, je veux dire, je sais pas qui est l'agence qui s'en occupe. Et je leur enverrai le lien et ils seront très contents. C'est pas une raison pour augmenter les prix, mais en tout cas, moi en tant que cible, je voyais du Serica partout. Et c'était très beau, j'étais très content d'avoir de la pub Serica partout. Donc voilà, je voulais te le souligner parce que c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui. Ouais, c'est important sans tomber dans le spam, évidemment, bien sûr. Et c'est vrai qu'Internet, on peut vite tomber dans ces travers-là. C'est des belles publicités. Enfin, voilà. En tout cas, les photos sont belles. Et moi, ça me fait vraiment pas chier de tomber sur des Il faut que l'image soit belle, en fait. Ouais. Si tu crées des beaux objets, il faut que tout ce qui entoure l'objet soit à la hauteur de cet objet-là. Et c'est vrai qu'on a cette... Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment une forte attrait pour l'esthétique et pour tout ce qui doit être l'image d'un objet ou d'une marque. Et on fait très, très, très attention à ça. Genre vraiment très attention. Jusqu'à être un peu parfois contre le fric sur beaucoup de choses. Et peut-être ça nous empêche aussi d'aller sur certains territoires. Mais en même temps, je pense que si on veut construire une marque dans le temps, on est obligé de passer par ça. Mais c'est très bien si sur Instagram ou autre réseau, l'image de Serica est quand même conservée comme de manière assez belle, quoi. Oui, je suis d'accord. Je fais toujours des photos, quasiment beaucoup de photos qu'on voit, c'est moi. Ou après on travaille aussi avec des gens, mais parce qu'il y a un moment plus le temps de... Pareil, le retouche photo, ça prend du temps. Et même réfléchir à un shoot et prendre le temps de bien travailler sa lumière, etc., c'est beaucoup de travail. Mais ça, c'est un plaisir que je me garde encore. C'était ma prochaine question, du coup. Avant, tu faisais community manager et le soir blogueur montre. Aujourd'hui, tu fais t'es CEO d'une marque de montres. Tu fais quoi le soir maintenant pour rigoler ? Pour sortir justement un peu des montres et un peu te changer les idées. Non, je fais plein de trucs. En fait, je m'interdis rien. Je continue ma vie. Enfin, si tu veux, j'ai des journées tellement intenses et tellement riches que même si je suis fatigué le soir, je vais continuer dans cette intensité et cette richesse. Ça ne veut pas dire que je sors tous les soirs et que je rencontre, mais j'aime rencontrer des gens, j'aime discuter, Est-ce qu'il y a des nouveaux hobbies qui sont arrivés, des hobbies de CEO non. Le golf, est-ce que tu t'es mis au golf ? J'aime pas trop le golf. Ok. Ouais, c'est pas mon truc. Tennis peut-être, non, un peu.
Tennis, j'ai toujours aimé, mais j'ai pas le temps. Non, en fait, j'aurais le temps si j'habitais pas à Paris, mais à Paris, je trouve ça trop galère. Non, franchement, j'ai pas de. Non, en plus, alors moi, l'image du CEO en Bermuda et en plus sur les épaules qui va jouer au golf, pas trop mon truc. Non, si j'avais du temps, je prendrais ma voiture avec une planche de surf et j'irais très souvent sur la côte ouest. Mais j'ai malheureusement pas le temps. Bientôt une boutique à Biarritz ? Non, ça c'est pour Marche Lab, ça je les laisse, c'est mes potes, je leur laisse Biarritz. Non, je sais pas ce qu'on va. On aimerait ouvrir des boutiques un peu partout, mais ça va prendre du temps aussi. C'est beaucoup de budget et d'investissement. Vous livrez le monde entier ? Le monde entier, sauf 2 ou 3 pays où en ce moment c'est un peu complexe. Ok, genre Russie, Ukraine. Russie, Ukraine, on a livré. Non, Turquie, Russie. Il y a quoi ? Il y a quelques petites destinations compliquées. Et même là, je crois que c'est la Réunion où ils se prennent des taxes faramineuses quand ils importent des produits. Je crois que c'est la Réunion. Et c'est quoi le premier pays après la France ? Alors déjà, c'est quoi le premier pays ? Est-ce que c'est la France ? C'était les États-Unis. Ok. La France est passée devant avec le temps. C'est fou, mais c'était assez évident parce qu'on était full digital, parce qu'on a eu beaucoup de communication aux États-Unis avant d'avoir la France, et parce que on a eu un ami qui nous a beaucoup aidé à promouvoir la marque sur place. Et en fait, par quel moyen ? En prenant sa montre et en faisant des épisodes, des podcasts, des vidéos et tout. C'est un très bon ami qui s'appelle Matt et qui est assez influent dans son domaine d'activité et qui connaît très bien l'horlogerie et qui nous a mis très clairement... on peut le connaître, on peut savoir. Oui, c'est lui qui a écrit pas mal de bouquins qui sont là. Il s'appelle Matt Ranek, il a un magazine, il a un Instagram qui s'appelle WM Brown. Il est magique. Et en fait, quand c'est une des premières personnes à qui on a parlé du projet. Ce qu'on voulait créer, du projet. Et il nous a dit, les gars, si vous avez besoin de moi... Je suis chaud. Donc il a pris un proto, on lui a envoyé, il l'a mis au poignet, il a fait sa magie quoi. Et il a lancé un pays comme ça juste en existant. Ouais, enfin on connaissait déjà les gens. Oui, bien par sûr. exemple les gros magazines comme Odinky ou autres qui parlent de montres. C'est vrai que nous on les côtoyait en tant qu'amis et confrères, voilà, n'est-ce pas ? Et donc je pense que ces gens-là, c'est venu de la bouche de quelqu'un d'autre, mais ils avaient probablement confiance en nous sur la qualité du produit qu'on allait fournir. Donc, ils en ont parlé et ils ont aimé en fait ce qu'on a fait, ce qui est super. Et en fait, ça nous a beaucoup développé à l'étranger, plus qu'en France. Et avec les investissements, la boutique, l'arrivée de ce modèle-là, la bleue, vraiment, il y a eu une résonance en France qui a été assez importante. La France est passée numéro 1. Très bien. Je pense que du coup, je vais te parler du cadeau maintenant, parce que tout ce qui va arriver après sera lié à de l'actu et d'autres choses, et plus à toi. Je t'ai pas fourni un papier. Tu m'as pas fourni un papier, mais c'est pas grave. En fait, je t'avais préparé du coup un cadeau en fait qui m'a paru évident. C'est un de mes kinks à moi. J'ai un kink, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc, j'ai des obsessions de temps en temps. Et j'aime la pureté sur plein de choses. Et c'est ce qui fait que mon goût pour Serica, sur cette pureté, cet équilibre et ce côté un peu minimaliste. Et on a fait notre call de préparation. Et puis, je t'ai invité sur Google Agenda pour que justement on organise ce truc. Et j'ai vu du coup ton adresse mail. Et du coup, je me suis rendu compte du nom de domaine que vous utilisez actuellement, qui s'appelle serica-watches.com. Et ça me trottait dans la tête, et je me suis dit, bon allez, je vais sur OVH et je vais voir ce qui est dispo. Il a acheté des noms de domaine. Et j'ai acheté un nom de domaine que j'ai trouvé qui était dispo, c'était serica.fr. Ah ouais.
Et donc, je vais t'offrir serica.fr. C'est très gentil. Alors là, je suis touché. Et surtout, je suis assez nul de ne pas y avoir pensé avant. Donc, on organisera le transfert c'est un beau cadeau. Rapidement. C'est un très beau cadeau. Et je vois le truc, je fais waouh, je le prends tout de suite. Et du coup, c'est pour ça que je me disais, quand tu me parlais des 5 ans, et je me suis dit, ce sera peut-être l'occasion de repasser sur un nom de domaine. Alors après, c'est pas international, c'est pas le .com. Non, mais on va le garder au chaud pour déjà le protéger. Ouais. Et non, après, c'est vrai que le .com est... Vous jouez beaucoup sur le côté franchouillard ? Non. Non, ok. Non, étant donné qu'on fait des montres suisses, okay. On joue pas le côté franco-français, etc. On a une marque de montres française. Enfin, non, une marque française de montres suisses. Marque française de montres suisses. Ok. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on paye nos impôts en France. Et on les paye vraiment bien. Comme il faut et tout machin, super. Mais c'est vrai que nos montres sont suisses parce que c'est pas une question de pas être chauvin et de pas croire en l'horlogerie française. C'est juste que par rapport aux standards qu'on attendait de nos montres et par rapport au fait que on souhaitait être le plus honnête possible dans l'approche, on savait que la France, malheureusement, depuis les années 70-80, avait quand même largement abandonné le bateau de l'horlogerie au détriment des Suisses, des Japonais et des Chinois, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fabriquer une montre entièrement en France est une mission quasiment impossible, surtout côté mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement français dans une gamme de prix dans laquelle on voudrait être. Ça n'existe pas. C'est au-dessus ? Ouais. Bon, pour moi, le seul mouvement qui pourrait vraiment être targué d'être français, c'est chez Pékinier, ce qu'on appelle le calibre royal. Et voilà, il est royaliste. Ouais. Et le calibre royal, c'est dans des montres entre 5 et 10 000 euros. Oui, bien sûr. Il y a une raison. C'est que en fait, c'est extrêmement onéreux que de fabriquer des mouvements, surtout quand on ne les fabrique pas de manière industrielle. Et vers Besançon, tout ça, il n'y a pas des fabricants qui pourraient rentrer dans le scope chez vous ? Non, parce que maintenant, on a choisi le Swissmade depuis le début et qu'en plus, le Swissmade est très clairement une résonance internationale qui nous intéressait. Mais non, mais je veux pas être défaitiste, mais je veux juste dire que les labels comme le Made in France ou le Swissmade, il y en a qui sont un peu plus laxistes que d'autres. Et en revanche, le Swissmade est assez sécurisé et je pense offre quand même une vraie valeur aux produits concrets. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout en Suisse, mais ça veut dire qu'on respecte très largement les quotas. Ça veut dire aussi que le mouvement, l'assemblage et l'attention aux détails sur nos montres est digne d'une belle montre suisse, quoi. Ok. Et en Suisse, on rigole pas avec ça dépend avec qui. Ok. Non, mais dans le sens sur les valeurs et sur les critères. Non, en fait, ils ont été très forts là-dessus. C'est qu'ils ont là où nous on avait mais c'est le malheur de la France, c'est que on a. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais ce qui s'est passé, mais je trouve ça tellement malheureux. C'est qu'on a abandonné l'industrie, quoi. En gros, les Suisses, ils ont eu qu'à se servir, quoi. C'est incroyable. C'était de l'autre côté de la frontière. Et aujourd'hui, ce qui est assez incroyable, c'est que tu vas sur un parking d'une manufacture suisse, tu n'as que des plaques françaises. Ok. C'est-à-dire que les gens qui ont le savoir-faire et les développements sont très souvent côté français, quoi. Peut-être qu'un jour, quelqu'un arrivera à les faire retourner de l'autre côté de la... Non, ça te semble mort. Tels investissements que je pense pas. Okay. Enfin, je pense pas. Le jour où on m'envoie un message et on me dit voilà, on a fait un mouvement 100% français, déjà j'irai voir sur place avant de dire quoi que ce soit. J'irai vérifier que tous les éléments du mouvement sont faits en France, sont maîtrisés en France. Mais pour toi, c'est instable pour l'instant. Et je pense pas, parce que franchement, c'est des centaines de millions d'euros à investir. Pourquoi ? Pour un marché qui est petit comme la France ?
Je sais pas. Non, mais sur d'autres domaines, le Made in France est très international et marche bien, tu vois. Et surtout dans le premium. Mais en horlogerie, est-ce que réellement on n'a pas... Enfin, en tout cas, il y a un travail de fond, mais c'est pas que sur la fabrication, c'est sur la promotion du Made in France en horlogerie. Je pense que franchement... Je pense qu'un LVMH a les moyens totalement de refaire ça, en fait. Non ? Ils font des montres suisses. Oui, non, bien sûr, mais s'ils le voulaient, les centaines de millions, c'est pas Bernard Arnault qui va... Bernard, tu nous regardes. Bernard, non, mais monsieur Bernard, monsieur Arnault. Je pense pas que ce soit l'ambition. Ok, non, mais ouais. Ok, l'horlogerie reste en Suisse non, mais, pendant un petit moment. En revanche, il y a énormément d'initiatives en France qui sont faites, mais je pense qu'on n'est pas au niveau de ce qu'il faudrait faire vraiment pour redorer le blason de l'horlogerie française, quoi. Okay. En revanche, tout ce qui est habillage, tout ce qui est marque, etc., il y a plein de choses qui se font et c'est génial. Je dis juste que dans le label, il faut faire attention, c'est tout. Et c'est qu'on voit des communications de gens qui nous disent ce mouvement est français. Voilà, je mets un doute. Ok. On va faire ton top 3. Ton top 3 à toi, je pense que du coup, t'as pas eu le temps d'écouter les précédents épisodes, parce qu'ils sont déjà très très longs. Non, je vais te demander, alors il va falloir que tu réfléchisses pendant que je te parle, un modèle de montre, et évidemment, pas du Serica, puisque ce serait de la triche, évidemment. Ta Field Watch, Forever Ever, si tu devais en garder qu'une. Pas une Serica. Pas une Serica. Dur. Ok. Ta Field Watch, la montre de ton mariage, si tu devais en choisir qu'une. Donc la Field Watch, c'est si tu te retrouves évidemment dans une île déserte et que tu devais garder qu'une seule montre, et évidemment, si elle peut avoir des complications qui peuvent te servir ou pas. Pour survivre. Exactement, pour survivre. Okay. Voilà. La montre de ton mariage. Ouais. Ok. Une seule, évidemment. Une sportive. Et dans sportive, il y a tout ce que tu veux dedans. Et enfin, ta Dream Watch. Ça fait 4. Hein. Ouais, ça va faire 4. C'est pas un top 3, donc. Et un top 4. Et du coup, après, ta Dream Watch. Et là, tu rentres dans tout ce que tu veux en complications, en prix. D'ailleurs, tu ne te limites absolument pas, hein, évidemment, en prix, que ce soit en bas ou en haut. Donc, je vais meubler un petit peu, je vais discuter, je vais regarder Christopher. Non, c'est pas si compliqué. Enfin, c'est assez à la fois compliqué et pas si compliqué que ça, parce que c'est compliqué parce que je pense que mes envies changent si c'est pas tous les jours, toutes les semaines, en fait. À l'instant T, à la mi-mai 2024. Donc, ce que je vais dire là, oui. je vais peut-être pouvoir devoir le changer. On peut changer, actualiser tout le temps. Le mec a rien compris. Field Watch, donc on va respecter la Field Watch 3 aiguilles, sans éléments autres. La G-Shock. Ou alors tu parles d'une montre de terrain, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Moi j'aurais répondu G-Shock Rangeman. Sur une île déserte, j'ai besoin d'une boussole. Combien de temps tu restes sur ton île déserte ? Ah, mais on ne sait pas. Tu vois, non, moi je voudrais du mécanique, ça c'est sûr, parce que de toute façon, quitte à mourir sur une île déserte, autant que ça soit joli. Quelque chose de joli au poignet et que je regarde peut-être pour la dernière fois avec un petit coucher de soleil. Je pense que une Field Watch que j'aurais envie de porter. Je pense qu'en fait, pour être très honnête, je partirais sur... J'essaie de réfléchir au côté fonctionnel que pourrait m'apporter une montre. Ou pas, hein, si tu as besoin du temps. Mais justement. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est la lunette d'une montre de plongée, parce que je trouve qu'on peut faire énormément de choses avec une montre de plongée. Mais je crois que tu m'as demandé une montre de plongée déjà dans mon top 4. Non. Okay. Field Watch. Field Watch, ma montre de terrain, ma Tool Watch. Je pense que serait une montre avec une lunette et qui a des indications qui me permettent de jouer avec. Parce que sur mon île, je vais profondément m'emmerder, donc au moins je pourrais faire ce petit truc-là. Voilà. Et en revanche, autre chose qu'une Serica, c'est compliqué. Hein. Écoute, tu sais quoi ? Je prendrais
ma Tudor vintage. Black Bay? Non, Pelagos? avant, c'était une sub Tudor bleue que j'ai eue pour un anniversaire. Et ce serait une montre que je porterais avec... Quelle année? Elle doit être des années 80. T'as une photo du coup on pourra mettre en image d'illustration? Je pourrais t'en envoyer une. Ouais, ok. Et c'est quelque chose probablement que je regretterais d'avoir pris sur mon île parce que je pense qu'elle est plus étanche du tout. Et tu la poses sur un arbre. Mais là, elle aura le charme d'une montre vintage parce que j'adore les montres vintage. Et que en moderne, en fait, très honnêtement, je ne sais pas ce que je prendrais parce que j'ai pas assez regardé ce qui se fait en montre de plongée. Ou en tout cas, j'ai pas un truc qui me vient à l'esprit particulièrement. Ensuite, la deuxième, c'était la montre de ton mariage. Putain, moi qui veux pas me marier. La montre de mon mariage. Celle que tu porterais à un événement unique. Sera une montre de forme en or. Ok. Piaget. Ça pourrait être une Piaget. En fait, en ce moment, je me fais beaucoup polluer, mais d'une bonne manière, par Nicolas, qui ne porte que ça. Nicolas, on te veut dans le podcast. Je crois qu'avec Jérôme, on forme un trio où on s'inspire un petit peu des uns les autres, etc. Et j'avoue qu'en ce moment, une montre habillée, fine, élégante, en or, jaune, ça devient un peu une obsession chez moi. Mais tout comme ça l'est en fait chez ces deux autres personnes. Mais j'irai pas sur une Patek parce que c'est un peu trop évident. Ce serait une montre ancienne aussi. Je suis désolé, je vais être très vintage. Faut que tu me donnes une ref. Non, ça c'est trop gros. J'ai pensé à quelque chose, mais c'était trop. Mais je pense, peut-être. Allez, on va dire une ancienne une ancienne Piaget ou une ancienne Vacheron. Mais de type ellipse peut-être, une montre de forme. J'ai pas la ref là comme ça qui me vient, on la remettra de toute façon dans les notes. C'est comme ça que je chercherai, j'irai à la recherche de ma montre de mariage. Et je pense qu'il faudrait que je tombe sur un coup de cœur, genre vraiment peut-être quelque chose que je connais même pas en fait dans l'histoire de ces marques-là. Je me dis waouh, ils ont fait ça, c'est incroyable. Je vais aller chercher ce modèle-là en particulier. Ok. J'aime bien parce que mes réponses vont être vraiment tellement pourries parce que je n'ai pas donné une seule réponse. Ta sportive. Ma sportive, une un peu plus 991 GT3 phase 2. Mais attends, on parle de montre là, hein? Non, je te parlais de voiture, mais t'as pas dit montre. Bien joué. Première génération de la GT3 en 996. T'as dit phase 2. Oui, mais la GT3 était une phase 2. Je me suis bien fait avoir et du coup, ça me permettra de préciser pour les prochaines. Et ta Dream Watch, vraiment celle... il t'est arrivé de rêver de cette montre tellement tu l'as trouvée belle et incroyable. Là, on peut aller au-dessus de 100 000, il n'y a aucun problème. On y va sur les budgets. On n'a pas peur. Je pense que la Dream Watch ne serait même pas forcément une montre très chère. Ok. Parce que le prix n'a rien à voir avec la... Il y a un côté inaccessible. Il faut qu'il y ait un côté un peu inaccessible. Ouais, mais c'est peut-être la rareté qui va faire qu'elle est inaccessible. Est-ce qu'une montre rare et pas forcément très connue pourrait pas être une Dream Watch? C'est juste, je pose ça là, c'est peut-être pas forcément ce que je vais dire. Putain, c'est chiant, j'aurais dû préparer mon truc, quoi. Ma Dream Watch du moment et que je pourrais porter, que j'aurais envie de porter si j'avais les moyens. Ok, d'accord, parce que sinon je mettrais tout en œuvre pour la trouver. Je crois que je serais encore sur une montre habillée, je serais encore sur une montre en or. Ah si, je pense à un chrono en or de chez Patek. Pour le coup, là, je vais être très précis. Et là, pour le coup, j'ai pas la ref exacte, mais je l'ai vu, en fait, je l'ai vu au poignet de quelqu'un sur un salon. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'était même, je crois qu'elle avait un calendrier perpétuel, chrono, enfin d'une complication sans nom, sur un diamètre en 36 ou en 37 max, d'une élégance folle, sur un bracelet en or. Enfin, c'était une tuerie. Mais je retrouverai la ref et je te le donnerai pour que tu puisses mettre en... Mais ça pourrait être vraiment
une recherche très particulière. Merci du coup pour ton top 4. J'aimerais juste parler de 2-3 actus qui en fait sont plus trop des actus, mais des éléments auxquels j'ai vu pas mal de nouveaux entrants, en tout cas de nouveaux passionnés dans le monde de l'horlogerie grâce notamment à cette incroyable collab Omega et Swatch. Toi, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as vu? Qu'est-ce que tu en as pensé dans les premières secondes versus avec le temps qui passe? Ouais, c'est une histoire amour-haine. Ouais. Et amour. Amour, pourquoi? Parce que cette collaboration... Enfin, c'est pas une collab, attention. On parle de deux marques dans un même groupe. Donc, c'est pas une collab. C'est un... Joint venture. Ouais, c'est autre chose, tu vois. Parce qu'une collab, je pense, c'est deux gens qui se connaissent pas, qui vont faire quelque chose. Là, c'est des gens qui se connaissaient très, très bien. Je vais d'abord parler du rêve. C'est-à-dire que j'ai halluciné de l'engouement qu'il y a eu autour de ce sujet-là. Quand j'en ai entendu parler, parce qu'en plus j'avais eu l'info, j'ai eu l'info un peu avant tout le monde, mais vraiment pas beaucoup. J'ai même pas eu les montres avant tout le monde. Hein. On a eu l'info et j'ai trouvé ça absolument cool, à tel point que je me suis levé ce samedi matin à 3h du matin. On est parti en groupe pour aller essayer de faire la queue de tous les Swatch Stores de Paris, et il y avait déjà des gens qui avaient campé et tout machin, et on a assisté à des scènes genre complètement délirantes, mais on s'est marré. On a fini par prendre un petit déj avec mes potes et à repartir les mains vides, mais c'est pas très grave. Donc les gens que j'ai vus faire la queue pour ce produit-là étaient des gens que je n'aurais jamais imaginé s'intéresser aux montres. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et vraiment cool pour le coup. Et il y avait une fraîcheur qui était là, parce que tu avais des collectionneurs de sneakers, des gens, mais j'ai vu une femme avec son enfant et sa poussette courir dans le métro pour être dans la queue du truc. Enfin, c'était un délire, quoi. Et après, je crois que le rêve est tombé assez rapidement. Pourquoi? Parce que cette fraîcheur qui avait été donnée par les gens et finalement pas par le projet. Parce que je pense que, pour être très honnête, le groupe Swatch n'avait pas travaillé le produit pour être frais. J'ai pas d'autre mot que frais, parce que il y a ce sentiment qu'on a, c'est cette petite excitation là qui va te. Après, les couleurs étaient vraiment, c'était bien joué, quoi. Non, mais c'était bien joué. Ce panel de couleurs, ça crée une fraîcheur. Mais il n'y avait pas ce côté mode ou ce côté tendance. Je sais pas. Il y a eu quelque chose d'assez magique autour de les planètes se sont alignées. Ouais, exactement. Et mais même quand on y pense, la Uranus, couleur Tiffany, et Uranus en anglais c'est Your Anus. Donc le message que j'aurais pu interpréter si j'avais été un petit peu marrant et si j'avais fait un marketing, un truc, c'est un coup de pied au cul de Tiffany et toute cette collab avec Rolex qui était devenue un peu ridicule. Et je pense à ça, mais parce que nous on l'a vu comme ça, on a rigolé, on a fait putain, ils sont bons. S'ils ont vraiment fait ça avec cette intention-là derrière, franchement, c'est cool. Mais je pense pas qu'ils l'aient pensé comme ça, en fait. Je sais pas. Le mystère, faudrait interviewer, voilà. Mais voilà, il y avait tout un truc, un truc intéressant autour de ça, qui s'est transformé en un énorme shit show où on a vu des gens se bastonner devant des Kaira qui étaient là juste pour faire chier les autres et aller attraper les pièces avant tout le monde. Une spéculation dégueulasse. Une spéculation complètement délirante pour un produit qui était un produit fabriqué en masse. Mais je pense qu'il y a un truc dont je suis certain, et de par ma source, elle est extrêmement fiable, c'est que le Swatch Group n'avait absolument pas prévu cet engouement. Mais pas du tout, puisque quelques jours après, j'ai eu rendez-vous avec le fabricant, une personne, je ne vais pas citer, mais une personne qui a travaillé dans ce projet-là pour un produit spécifique de ce projet-là, d'accord, et qui m'a posé la question
du sujet, enfin, qu'est-ce que j'en pensais, parce que c'était un peu la question de tous les geeks horlogers. Et tu penses quoi de la collab? Et je lui ai dit, franchement, terrible, l'idée incroyable, la réelle un peu moins, parce que franchement, en termes de gestion des flux, ça a été catastrophique. Qui aurait pu gérer je vois pas, non, mais c'est là où en fait si même Swatch n'arrive pas à gérer la masse, je vois pas qui aurait pu. Ils n'avaient même pas mis des vigiles devant le truc. Enfin, c'était un délire. Il n'y avait pas des gens pour faire la loi. Moi, quand on était au carrousel du Louvre, il y avait des gens partout dans cette enceinte là où il y a Swatch sort. C'est le mec de la sécurité du carrousel du Louvre qui a vu des gens débarquer. Il n'était même pas au courant qu'il se passait un truc. Et il a vu des gens, il a fait mais c'est quoi? Il a posé 2 ou 3 questions. Ouais, il y a la collab, machin. Et c'est lui qui a organisé la queue. Qui faisait à peu près en serpentin tout autour du truc pour que les gens se tiennent à peu près en ordre. Donc ils n'avaient même pas prévu des barrières ou des trucs. C'était pas prévu. Et j'en ai la preuve que cette personne avec qui j'ai parlé après a collaboré donc sur un petit point de la montre et m'a dit non, moi ma commande initiale c'était 30 000 pièces. Ils m'ont appelé 3 jours après et on est passé de 30 000 à 500 000. Avant le lancement, du coup? Non, après le lancement. Ok, après le lancement. Ah, donc il n'y avait que 30 000 pièces? Non, je te parle je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas le mettre en porte-à-faux. C'est juste que je dis n'importe quoi et je vais dire n'importe quoi. Le fabricant On est passé de X à 100 X. Packaging, d'accord? Si j'avais rencontré le fabricant du packaging et une notice. Voilà, des notices. Et il me pose la question et il me dit ouais, parce que moi, j'ai été sur le projet un peu en amont et ils m'ont commandé 30 000 notices. Et en fait, juste après, genre 3 jours après, ils m'ont appelé, il m'en faut 500 000 tout de suite. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas du tout prêts à cet engouement-là. Et tant mieux, parce que c'est ça qui a créé l'engouement. Mais ça s'est transformé en chose, en fait, qui pour moi est retombée assez vite. Un peu la poussière qui est retombée. Qui est restée. Et en fait, à partir là où ils m'ont considérablement... Désolé, m'ont un peu considérablement saoulé. C'est toutes les mini-collabs à changer une aiguille et à dire que c'est encore une Moonswatch, machin. En fait, c'est un peu... Ils ont cassé le jouet. C'est-à-dire qu'ils sont allés trop loin dans le truc. Et après, j'avoue, la Blancpain. Bon, voilà. Les 4 premières, je crois, il y en avait 4 au début. Il n'y en a aucune qui me branchait. Mais depuis qu'ils ont sorti la Full Black, peut-être que voilà. Mais ça a quand même eu le mérite de ramener quand même des gens dans l'horlogerie. Très clairement, c'est un coup de génie. Je vois ça et Tissot avec sa PRX, qui eux, justement, quand tu parlais de montres acier intégrées en termes d'entrée de gamme, ont quand même ramené pas mal de monde dans le monde de l'automatique et du joli mouvement, même si ça reste de l'entrée de gamme. Mais je pense que ça crée quand même, ça met le doigt, enfin tu vois. Les gens rentrent un peu par cette porte-là et peuvent après s'intéresser à des marques comme Serica. Non, mais c'est essentiel. Et de toute façon, il faut ramener de l'attractivité du produit par le prix. Et en fait, le fait que jusqu'à il y a encore quelques temps, ce produit qui te faisait rêver, il était inaccessible, ça n'avait aucun sens. Et il ne faut pas oublier qu'une montre, ça reste un objet utilitaire. C'est devenu un objet d'apparat avec le temps. Mais par exemple, une des plus belles complications qui est la répétition minute, elle a été inventée par des bergers qui avaient besoin d'avoir l'heure la nuit. Puisque c'était ces mecs-là aussi qui fabriquaient les pièces des mouvements. Il y a un peu de storytelling là-dedans, mais en fait, c'est juste, ça fait réfléchir sur le fait de la fonctionnalité de choses qu'on voit qui sont complètement inaccessibles aujourd'hui, mais elles ont toutes été pensées pour être utiles avant d'être dans un marché un peu spéculatif. Est-ce que tu as un livre à me recommander ? Ouais, j'ai un livre à te recommander qui est... j'en ai même 2 ou 3. Donc on parlait de Matt. qui s'est mis beaucoup sur le devant de la scène dans l'horlogerie en écrivant un livre qui s'appelle A Man and His Watch, qui maintenant est traduit en plein de langues. Je crois qu'il va être traduit en français aussi. Vous aurez les liens évidemment sur... assez génial parce que c'est l'histoire d'une montre avec son propriétaire et ça va aller
de personnalités assez connues jusqu'à son barman du coin. Et en fait, c'est super. Et il y a la montre de mon grand-père dedans, comme ça, moi, vous pourrez avoir les deux stories. Je fais pas de la promotion pour moi, mais c'est juste qu'au moins, il y a l'image. Et il y a toute une collection qui a été créée par un ami qui s'appelle Clément Mazarian. Et c'est... Putain, j'ai un énorme tour de mémoire en parlant. On mettra, de toute façon, dans les notes, de toute façon, toutes les refs. Voilà. Et qui... Putain, c'est horrible. Donne-moi le synopsis, si t'as pas le titre. Qui raconte... comment ? Le synopsis, si t'as pas le titre. Non, mais c'est un peu un manuel de compréhension, pareil, de l'horlogerie. Là, alors, la première, c'est sur des montres très spécifiques, mais on va apprendre l'horlogerie, en fait, par à la fois le côté un peu technique, mais bien exposé et bien mis en scène, et à l'histoire de modèles un peu iconiques. Okay. Là, je sais qu'il prépare un deuxième livre sur un sujet d'ailleurs dont on l'attend pas du tout, mais qui apparemment est assez intéressant. Et je trouve que c'est bien réalisé, que les photos sont belles et qu'il y a un côté assez frais, assez jeune aussi, qui est cool. T'en avais un troisième peut-être non, après. Non, mais qu'on n'a pas forcément ici. Ouais, il y a des bouquins qu'on peut trouver sur Internet qui sont assez cool sur l'horlogerie en tout cas. Et la vidéo dont tu me parlais sur le site de Serica, je crois, tu m'avais parlé d'une vidéo de... On est allé chez Soprod et on a été les seuls à pouvoir filmer la fabrication des mouvements. Je vous mettrai le lien en bio. Enfin, en note du coup de ce podcast. Donc, si vous êtes sur une plateforme Spotify, ça sera dans les notes. Et sur YouTube, ça sera évidemment dans la description. Est-ce que j'ai oublié de collection, c'est ça le montre pardon, c'est le titre du livre. Mais de ton ami de Clément, Ok. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question? Je me pose plein de questions là si vraiment je dis le bon truc. Mais bon, on mettra le lien. Gabriel, est-ce que j'ai oublié de te poser une question? Est-ce que tu as oublié de me poser une question? Ouais, je crois qu'on a été complet, mais si j'ai oublié de te poser une question, n'hésite pas. S'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, qu'on a oublié d'évoquer. Non, je crois qu'on a pas mal dit de choses. L'adresse de la boutique, c'est quoi? 32 rue de Turenne. Ok, dans un quartier super sympa. Près de la place des Vosges, pas loin des Francs-Bourgeois. On est hyper bien ici, hyper bien. Ouais. Ok. Venez essayer les montres. Je crois que le meilleur moyen d'être convaincu... c'est pas forcément pour parler de Serica ou autre, c'est juste que je pense que ce type d'objet, effectivement, c'est bien de les essayer, si on peut. Okay. Parce que là, je vais faire une anti-promotion de Serica, parce qu'on ne peut que essayer ici. Donc ça veut dire que si une personne qui est à l'autre bout du monde entend ces choses-là, elle va me dire « t'es mignon, mais je peux pas essayer tes montres ». Le seul avantage, c'est qu'elles sont très belles en vrai aussi. Je vous ferai des vidéos, les amis. Mon poignet fait 19,5. Donc, si vous voulez vous rendre compte à peu près de la taille et des dimensions, en tout cas, ce 37,7 est incroyable. C'est une montre qui a une belle présence, effectivement. Gabriel, je te remercie. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, vous connaissez la règle, un petit 5 étoiles pour nous remonter dans le référencement. Si vous êtes sur YouTube, les amis, n'hésitez pas à mettre votre top 4, du coup maintenant c'est plus un top 3, mais votre top 4 en commentaire. Avec une voiture dedans. Avec une voiture dedans. Tiens, bah oui, évidemment. Et on se retrouve du coup pour un prochain épisode. Gabriel, merci infiniment. Merci à vous deux, en fait. Merci, bah oui, parce qu'il y a Christopher derrière la caméra. Christopher, il est là. Il a fait un contre-champ, il veille surtout. Ouais. Et écoute, si tu peux nous passer un mot à Nicolas pour qu'on l'ait... J'essaierai. On l'ait... évidemment, ça serait trop cool de l'avoir. Je dirais. Et au prochain épisode. Salut Gabriel, merci à toi. Salut.